On va débuter ce séminaire. Merci beaucoup d'être là, nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc ici, vous venez assister au séminaire dit d'actualité du laboratoire Le LAM. Le LAM, c'est un laboratoire, ça veut dire les Afriques dans le monde. C'est un laboratoire qui est notamment accueilli à Sciences Po Bordeaux. Donc on est là-bas sur le campus à Pessac, dans les locaux de Sciences Po Bordeaux. Et c'est un laboratoire de recherche qui réunit des chercheurs de différents horizons qui ont en commun de travailler sur les Afriques. Les Afriques, ça veut dire tout ce qui se passe sur le continent africain, mais aussi en dehors. On est des géographes, on est des économistes, notamment un économiste du développement. On est des historiens qui travaillent sur les archives au Mali, etc. On est des anthropologues. Vous en avez deux ici. On est des juristes. Donc on est vraiment un laboratoire multidisciplinaire réunissant des chercheurs sur les thèmes de l'Afrique contemporaine, notamment les conflits, les contestations, le business, le droit, etc. Donc on remercie énormément le musée d'Aquitaine de nous accueillir puisque ça nous permet d'avoir beaucoup de monde en plein centre-ville et donc de vous proposer un peu des intervenants dans une formule qu'on souhaite assez ouverte. Donc on va proposer à nos intervenants qu'on vous présente juste après d'intervenir et puis après à vous ça sera à la salle de poser des questions si vous le voulez pour vraiment pouvoir partager. On est ensemble donc pendant 1h30 au moins. Donc vous avez remarqué, pour ceux qui sont peut-être un peu l'habitude de la formule, avant c'était Vincent Bonnecase, qui était aussi chercheur historien au laboratoire Le LAM. Donc Vincent est parti sous d'autres horizons. Maintenant c'est Marc-Éric Gruenes qui se présentera juste après, qui est à ma droite, et moi-même, Alice Corbet, qui nous occupons de ce séminaire. On reprend un peu la même formule, hein. Donc pour ma part, en 2 mots, je me présente. Certains d'entre vous me connaissent puisque j'avais participé à un séminaire d'actualité il y a 2 ans sur la question des migrants. Je suis anthropologue et je m'intéresse à la question des camps de réfugiés, notamment camps de réfugiés, camps de déplacés, et à la question de l'humanitaire. Voilà, en 2 mots, mais on en parlera peut-être une autre fois. Donc juste pour faire un petit peu de la publicité, en dehors de ce soir où il y a le thème vraiment prégnant de la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique, avec un point d'interrogation. Je vous annonce, on aura 2 autres séminaires en 2020, donc pour cette année universitaire, puis d'autres à partir de 2020-2021. Donc on a les thèmes, on n'a pas les titres exactement, mais on a les dates, ça nous permet de savoir. Le 13 février, on aura un séminaire sur l'Algérie et les contestations en Algérie. Vous savez que tous les vendredis, il y a des fortes contestations en Algérie actuellement. Donc on fera venir des personnes de la société civile, des chercheurs, etc. sur la question de l'Algérie. Puis comme on aime bien les contestations, on aura aussi le 19 mars un séminaire sur le Soudan. Vous savez qu'il s'est passé plein de choses au Soudan, il se passe encore plein de choses aujourd'hui, avec un renversement de pouvoir, etc. Donc c'est le 13 février sur le thème de l'Algérie et le 19 mars sur le thème du Soudan. Les horaires, je vous l'ai dit. Je pense que je vais laisser la parole à Marc-Éric pour se présenter le thème et les intervenants. Merci Alice, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Marc-Éric Gruenet, je suis professeur à l'Université de Bordeaux, anthropologue. Voilà, quoi dire que mes domaines de moindre incompétence, c'est la santé, plus particulièrement, pour reprendre des vocables d'usage, la santé sexuelle et reproductive, mais aussi la santé non reproductive, qui m'intéresse aussi beaucoup, et donc dans ces aspects politiques, dans tous les sens du terme. Voilà, je ne vais pas être joué à remercier le musée d'Aquitaine, toute l'équipe aussi du LAM qui nous a beaucoup aidé pour organiser cette session, les intervenants qui viennent de loin, de Paris, de Poitiers, de Marseille, tout ça c'est très loin. Et puis, alors oui, juste 2 mots pour introduire le thème. Ces séminaires, c'est un séminaire d'actualité. Pourquoi avoir choisi ce thème ? En dehors de l'intérêt intrinsèque tous les débats qui peuvent soulever, c'est que au mois de juin 2019, le Botswana a pris la décision de dépénaliser l'homosexualité. Et c'est cette actualité qui nous a amené, Alice et moi-même, avec
les collègues ici présents, de vouloir vous présenter quelque chose. Et je vous lis les raisons qui ont été invoquées. Je trouve que c'est intéressant, que je reprends dans un article du Monde, les raisons qui ont été évoquées par la Cour suprême du Botswana, la Haute Cour du Botswana. Et deux petits passages. Les clauses du Code pénal du Botswana relatives aux relations entre personnes du même sexe sont, citation, annulées, a déclaré le juge Michael Leberoux dans une salle d'audience comble à la Haute Cour à Gaborone, donc la capitale du Botswana. Et je cite, « La justice ordonne que les lois soient amendées », a-t-il ajouté. Les clauses en question sont, je cite toujours, des reliques de l'ère victorienne, qui ne sont plus viables, a encore estimé le magistrat. Selon lui, elles oppressent une minorité et ne passent pas l'épreuve de la constitutionnalité. Alors, le continent africain, en général, a quand même cette particularité d'être à la fois à la pointe de la défense des droits des personnes ayant des relations sexuelles avec d'autres personnes du même sexe, et dans une certaine mesure, particulièrement progressiste, parce que là je reprends les papiers d'un collègue, Christophe Broca, qui a beaucoup travaillé sur la question, et qui rappelle qu'en 1996, l'Afrique du Sud était le premier pays au monde à inclure dans sa constitution l'interdiction de toute discrimination liée à l'orientation sexuelle. Premier pays au monde. Mais en même temps, il fait figure de continent le plus homophobe, avec un certain nombre de pays, je pense que vous reviendrez dessus, où les peines peuvent aller jusqu'à la peine de mort. Bon, donc on est dans cette tension extrême sur le continent africain, et évidemment un intérêt important, ça vous me rappellerez, notamment en termes de santé, mais peut-être on parlera, et toute la question, mais aussi en termes de droit, la question de la visibilité des groupes, des associations qui sont pas relativement nombreuses, qui se développent en tout cas dans tous les pays, avec des possibilités de financement de la part des bailleurs de fonds internationaux, on en reparlera, et puis évidemment toute la question de la mise en visibilité. Donc voilà très rapidement pour introduire le thème, sachant qu'on parle alors de quoi parle-t-on quand on parle d'homosexualité? Parce qu'il y a aussi maintenant une défense aussi on parle de la défense des droits des LGBTI. Donc peut-être qu'on élargira le débat, sachant que lorsqu'on parle d'homosexualité, on pense surtout à l'homosexualité masculine et moins aux autres orientations sexuelles. Mais bon, peut-être qu'on pourra élargir là-dessus. Voilà. Alors je me tais, je vous présente nos collègues qui ont accepté d'intervenir, et dans l'ordre, Jean-Christophe Lapouble, qui est professeur des universités à Poitiers et membre associé au LAM, et qui donc fera une intervention intitulée « L'interdiction de l'homosexualité en Afrique, quelques repères légaux ». Puis Michel Bourrelli, qui est chercheur dans une unité de recherche à Marseille, qui s'appelle sur à la fois de sciences sociales, d'épidémiologie, de santé publique, qui a beaucoup travaillé sur une grosse équipe qui a beaucoup travaillé sur le VIH-Sida, et qui par ailleurs a eu des activités, ou il a toujours associatives importantes, et qui parlera de l'homosexualité en Afrique, de l'invisibilité à la difficile acceptation, et enfin Sébastien Tuller, qui est là au titre d'Amnesty International, qui s'est beaucoup intéressé aussi à la question et qui interviendra enfin, en troisième partie, sur la dépénalisation des actions de la société civile. Donc Jean-Christophe. Merci, bonsoir à tous et à tous. Alors je vais faire ça à l'ancienne comme un vrai juriste, sans PowerPoint. Je vais vous citer ce qu'écrivait le défunt Robert Mugabe à propos de l'homosexualité. L'homosexualité dégrade la dignité humaine. Ce n'est pas naturel. Il n'est pas question de laisser ces gens se comporter moins bien que des chiens et des cochons. Si les chiens et les cochons ne le font pas, pourquoi faut-il des êtres humains? Nous avons notre propre culture. Nous devons nous consacrer de nouveau à nos valeurs traditionnelles. Ce que nous sommes persuadés d'accepter, c'est un comportement subanimal. Nous ne le permettrons jamais ici, à savoir au Zimbabwe. Si vous voyez des personnes défiler en lesbiennes et en homosexuels, arrêtez-les et remettez-les à la police. Donc c'est une décision ancienne de Mugabe, mais il n'a jamais varié sur la question. À l'opposé de ça,
à l'opposé de ça, qui consiste à dire que finalement, en Afrique, l'homosexualité, c'est quelque chose qui a été importé par les colonisateurs. Caroline Tanguy, qui est coordinatrice en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour les droits des lesbiennes, nous dit, quand on étudie l'Afrique précoloniale, on se rend compte que l'homosexualité a fait partie de nos cultures. C'est l'arrivée des colons, des Français, des Britanniques, et des religions issues du colonialisme, comme la chrétienté ou l'islam, qui ont introduit une criminalisation de l'homosexualité sur le continent. Si on dresse un rapide état des lieux de l'homosexualité, ou plus exactement de l'interdiction de l'homosexualité en Afrique, alors le tableau est assez sombre, parce que si Marc-Éric nous a expliqué que au Botswana, il y avait une décision favorable de la Cour suprême, à peu près à la même époque, au Kenya, il y a une décision contraire. Donc, voilà. Donc, en fait, on a des pays qui prévoient la peine de mort, il faut le savoir. Le Soudan, la Mauritanie, même si en Mauritanie, les peines sont plus clémentes pour les femmes. Partie nord du Nigeria, partie musulmane, la peine de mort est toujours prévue. Dans d'autres parties de l'Afrique, on a de la prison, mais pour des durées assez longues. En Tanzanie, la peine de prison encourue est de 30 années. En Zambie, 14 ans. Au Kenya, on est sur 5 ans. Donc, la situation est assez contrastée, même si sur le Tchad, il y a eu une abrogation des textes. Alors, je vais essayer de revenir tout d'abord sur les origines de l'interdiction. Parce que les origines de l'interdiction, c'est bien évidemment le système juridique occidental qui est à l'origine, et on peut remonter avec en fait les premières lois romaines, une loi qui s'appelle en fait la Lex Julia, qui a été promulguée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et la Lex Julia distinguait à Rome les comportements sexuels normaux de ceux qui ne l'étaient pas. Quand Justinien, converti au catholicisme, est arrivé sur le trône, il a systématisé cette interdiction avec le Code Justinien en 533. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'on a approprié, si vous voulez, qu'on a fait une fusion entre des valeurs sociales de Rome et la Bible. Et à partir de ce moment-là, dans le droit occidental, on a souvent fait référence à cette interdiction ancestrale, mais en fait qui date, était généralisée, qui date du VIe siècle après Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les évangélistes, qui sont très influents dans certains pays, on nous explique que non seulement c'est dans la Bible, mais que c'est en plus un certain nombre de textes très très anciens. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que je n'aborderai pas les colonies lusophones, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu deux types de colonisation et deux types de mise en place d'une législation. On va tout d'abord voir le cas des colonies anglaises. Colonies anglaises, en fait, Royaume-Uni, le premier acte qui pénalise l'homosexualité, c'est le Burglary Act de 1533. À l'époque, le Burglary Act prévoit l'interdiction totale de la sodomie en Grande-Bretagne et ce qui s'est passé, par extension, sur tout l'Empire britannique. À l'époque, la peine encourue était la peine de mort. Il faut attendre 1861 pour que la peine soit ramenée à 10 ans d'emprisonnement. Mais jusqu'en 1861, la peine était bien la peine de mort. Une loi pénale de 1885 va peu à peu rendre tout acte homosexuel masculin illégal, qu'il y ait ou non des témoins, c'est-à-dire y compris dans la vie privée, et c'est par exemple sur la base de ce texte-là que Oscar Wilde a pu être condamné sur la base de simple écrit. Et malheureusement, on va s'apercevoir que ces dispositions ont été exportées sur l'ensemble de l'Empire britannique. Et en Afrique, on peut citer le Botswana, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, l'île Maurice, le Nigeria, les Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Donc tous ces pays ont hérité d'un système répressif qui était britannique. L'idée étant qu'il fallait maîtriser la sexualité perverse des autochtones. Et dans la sexualité perverse, on mettait un peu tout d'ailleurs. Donc les colonisés avaient besoin d'une rééducation obligatoire des mœurs sexuelles. Et les dirigeants de l'Empire britannique estimaient qu'il fallait séparer la vertu blanche du vice autochtone. Et donc, évidemment, la mise en place d'une législation qui, à l'origine, n'existait bien évidemment pas.
Pour la question des anciennes colonies françaises, c'est un peu différent. C'est déjà un peu différent parce que le crime de bougrerie qui existait sous l'Ancien Régime a été abrogé sous la Révolution en 1791. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de texte généralisant l'interdiction dans les anciennes colonies françaises. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de texte en métropole qui interdisait cela. Et donc, le seul texte qu'on peut retrouver, c'est un texte de Vichy, la loi du 6 août 1942, dont Robert Badinter a pu dire « S'il est bien un texte de normalisation, c'est bien celui-là. Et il ne tend rien d'autre qu'à définir ce que doit être un comportement, alors que le choix relève de l'intimité de chacun. Il impose à cet égard une normalisation, il impose un comportement qui devrait relever du choix de chaque individu. » Quel est le contexte de cette loi? Parce que sinon on ne peut pas le comprendre. En fait, jusqu'en 1942, l'âge de la majorité sexuelle était fixé à 13 ans. Suite à une affaire médiatisée, où en l'occurrence c'était un médecin qui avait 29 ans qui a eu des rapports avec des mineurs, mais de 13 à 17 ans, une campagne s'est développée, et cette campagne visait à dire qu'il faut séparer la normalité hétérosexuelle de la normalité, mais en un mot, homosexuelle. Et on a alors modifié la loi pour interdire, donc déjà pour remonter la minorité sexuelle, on l'a fait passer de 13 à 15 ans, et pour les homosexuels, on l'a fait passer carrément à 21 ans, qui était à l'époque l'âge de la majorité légale. Et en fait, c'est le seul texte qu'on a de véritablement répressif, mais qui n'est pas en soi une interdiction, qui est une interdiction pour les mineurs. Et c'est ce texte-là qui a pu servir dans quelques contrées en Afrique, mais ça n'a pas été au-delà, même si, mais on était là au début de la période de décolonisation, l'amendement Mirguet en 1960 a pu considérer, lors d'une déclaration de l'Assemblée nationale, que l'homosexualité est un fléau social. Donc il n'y a jamais eu d'interdiction générale de l'homosexualité dans les colonies françaises. Même si quelques pays, comme par exemple le Sénégal ou en Mauritanie, ça peut être le cas, mais ce n'est pas du fait de colonisateurs. Le constat que l'on peut dresser, c'est qu'il y a eu évidemment ce fameux précédent sud-africain, avec une décision qui est une décision d'une Cour suprême. C'est intéressant parce que, en fait, c'est souvent les magistrats qui ont fait évoluer la législation. Et un magistrat bien connu qui s'appelle Albie Sachs, qui a d'ailleurs perdu un bras dans un attentat parce qu'on lui reprochait précisément d'être trop proche des Noirs. Et lui, il se demandait pourquoi. Est-ce un acte ou est-ce une personne en dehors du contrôle réglementaire? Une conduite dérogeant à une norme établie par le public n'est généralement punissable que si elle est violente, malhonnête, perfide ou de toute autre manière qui trouble la paix publique ou provoque des blessures. Dans le cas de l'homosexualité masculine, cependant, la déviance perçue est punie simplement parce qu'elle est déviante. Il est réprimé pour son symbolisme perçu plutôt que pour son préjudice prouvé. Et donc, l'Afrique du Sud a lancé le mouvement. Et comme je le disais dans mes propos introductifs, bien évidemment, si l'on se plonge dans la phase précoloniale, on s'aperçoit que, bien évidemment, l'homosexualité existait. Alors, chez les Azandais au Congo, chez les Bétis au Cameroun, chez les Pangouais au Gabon, chez les Nama en Namibie, etc., etc. Donc, bien évidemment, et on retrouve, il y a eu des papiers là-dessus, on retrouve des termes spécifiques sur des pratiques sexuelles. Donc, si le terme existait, c'est que, bien évidemment, la pratique l'était tout autant. Et donc, en fait, c'est le colonisateur qui est venu rajouter cette couche d'interdiction à tout ce qui pouvait exister lors du transfert, si vous voulez, du paquet normatif de la colonisation, et on a mis dedans, bien évidemment, cette interdiction. Et quand la décolonisation s'est produite, ça ne faisait pas, évidemment, partie des priorités. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 90 que, bien évidemment, la question s'est posée. Et l'évolution, on peut dire qu'elle est malgré tout laborieuse. Elle est laborieuse parce que, par exemple, en 2010, au Malawi, le pays a été pointé du doigt par la communauté internationale puisque un couple de gays qui avait osé célébrer leur mariage en public a été condamné à 14 ans de réclusion. Ce qui n'est quand même pas rien. Et je ne vous parle même pas de ce qui peut se passer à l'heure actuelle en Égypte.
Marc-Éric a parlé du Botswana, donc je ne vais pas y revenir dessus, puisque dans une décision du 11 juin 2019, il a été effectivement rendu inconstitutionnel le texte qui interdisait l'homosexualité, d'où légalisation. Mais à la même époque, au Kenya, 2 articles du code pénal kenyan qui criminalisent l'homosexualité n'ont pas été abrogés. Et la Haute Cour a refusé le 24 mai 2019 d'interdire, parce qu'ils auraient été inconstitutionnels, ces articles. Et donc, que disent ces articles? Un des articles dit qu'il est interdit la connaissance charnelle contre l'ordre naturel. La peine encourue est quand même de 14 années. Le deuxième article prévoit les pratiques indécentes entre hommes, c'est 5 ans. Alors, il n'y a pas forcément des pénalistes parmi vous, mais en droit pénal, il faut que la définition soit précise. La notion de pratique indécente, c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors, il y a aussi des points positifs. En janvier 2019, l'Angola a publié un nouveau code pénal qui a dépénalisé les relations homosexuelles. Je terminerai sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte de Banjul de 1981, qui prévoit toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Alors, bien évidemment, l'orientation sexuelle n'est pas mentionnée. Ceci dit, la plupart des juristes s'accordent pour penser que, de même que dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, il n'y a jamais été question d'orientation sexuelle, pour autant, les magistrats de la Cour ont bien évidemment inclus l'orientation sexuelle. Donc on peut penser que, bien évidemment, le dispositif africain de contrôle des droits de l'homme pourrait servir d'appui. La seule difficulté qui existe, c'est que, bien évidemment, il y a aussi dans cette charte la vie privée et familiale, et que certains pays tirent profit de cette distinction sur la vie privée et familiale, qui donne le droit à la protection de la famille pour précisément maintenir l'interdiction de l'homosexualité, en disant que c'est une atteinte à la famille. Donc le débat est ouvert, le système de contrôle des droits de l'homme en Afrique est évidemment pas aussi opérationnel qu'en Europe, donc l'évolution se fait, mais l'évolution se fait très lentement et elle se fait pays par pays, elle ne se fait pas sur la base d'une cour africaine qui pourrait, comme ça peut être le cas en Europe, inciter les pays à faire évoluer leur législation. J'en finirai sur une citation de Cesare Beccaria, qui est le père du droit pénal moderne et qui écrivait à la fin du XVIIIe siècle: la vraie mesure de la gravité du crime est le dommage qu'il apporte à la société. Je vous remercie. Sans transition ? Donc c'est le bouton 3. Le 3. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis, donc, comme l'a dit Marc-Éric et Alice précédemment, du CESTIM, qui est une unité mixte de recherche à Marseille. Et je travaille pour l'ANRS. Et je remercie Alice et Marc-Éric justement de m'avoir permis de venir dans cette magnifique ville de Bordeaux vous parler d'un sujet qui pourrait vous entretenir toute la nuit et jusqu'à demain, et de même que mes 2 camarades à table pourraient faire la même chose. Donc on peut essayer d'être rapide, et ce qui n'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai passé des 3/4 de ma vie sur le VIH, j'y suis toujours d'ailleurs. Donc on verra la dépénalisation et les problèmes de l'homosexualité, entre guillemets, en Afrique à travers le prisme justement du VIH. Et donc pour ça, je vous fais un bref historique sur le VIH en général, parce que vous verrez que ça a une importance. En 81, le CDC, qui est l'organisme qui comptabilise, qui comptabilise les maladies aux États-Unis, alerte sur l'apparition d'une nouvelle maladie. En 83, à Paris, à Pasteur, Françoise Barré-Sinoussi découvre le virus VIH, donc elle aura pour ça le prix Nobel en 2008.
En 85, on découvre des tests de dépistage qui sont français, à Pasteur toujours. En 87, donc 2 ans après, une première molécule semble donner des résultats, mais on verra plus tard qu'elle a tué autant que le VIH parce que c'était un peu pas adapté de cette façon-là. Mais en tout cas, l'AZT ou rétrovir sort. En 88, il y a le VIH2 qui est découvert par une équipe française. Le VIH2, c'est un virus du sida, mais qui est plus particulièrement justement en Afrique, une partie de l'Afrique. En 92, les traitements se diversifient. On va avoir une palette de médicaments qui arrivent sur le marché, mais c'est toujours pas satisfaisant pour les patients. En 96 arrivent les antiprotéases, donc une classe médicamenteuse particulière qui, additionnée à d'autres classes médicamenteuses précédemment trouvées, vont changer la face de l'épidémie parce que les malades vont survivre et vivre mieux et survivre et aller beaucoup mieux. Donc là, c'est quelque chose, j'ai mis en rouge parce que c'est le moment de bascule, de même que 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, on a quelque chose qui a été découvert, ce qu'on appelle le TASP, le Treatment as Prevention. Ça veut dire qu'une personne qui est traitée par une molécule efficace et qui a une charge virale indétectable, charge virale indétectable, ça veut dire du virus qu'on ne peut pas détecter dans le sang, eh bien, elle peut avoir des rapports sexuels avec une autre personne sans préservatif, sans moyen de prévention. Elle ne transmettra pas le virus. Donc ça, c'est quand même capital pour lutter contre la sérophobie en particulier. 2012, il y a un nouvel outil qui apparaît dans le monde, et la France sera le 2e pays à le mettre en place, ça s'appelle la PrEP, la prophylaxie de pré-exposition. Et c'est-à-dire on prend un traitement avant d'avoir un rapport sexuel, un peu comme la pilule contraceptive, et sans utilisation de préservatif, on est protégé. Donc ça c'est important aussi, puisque ça va changer considérablement les moyens de prévention. Ça additionne un nouvel outil, et c'est important d'avoir de nouveaux outils. Et 2019, première baisse des contaminations. Donc on est là aussi dans un point nouveau. Et on espère que ça va aller encore plus, mais dans certains pays, c'est des niveaux très importants, de 40-45%. En Australie, la France est un peu timide, parce que, bon, je pense qu'on n'a pas vu tous les chiffres, mais en tout cas, on est sur la bonne voie, c'est pas terminé, mais c'est quand même très important. Je vous dis ça, c'est l'historique global, rapide, mais parallèlement à ça, effectivement, on va avoir ce qui s'est passé en direction des homosexuels, puisque si tous les homosexuels ne sont pas séropositifs, et ni les séropositifs ne sont pas tous homosexuels, une grande partie, et en France en particulier, mais en Afrique aussi, une grande partie des personnes qui sont touchées par le VIH ont eu des rapports homosexuels. Le premier moment où on va retrouver dans une conférence internationale quelque chose qui va parler de l'homosexualité, c'est 2006. Donc vous voyez qu'entre 1981 et 2006, il s'est passé un certain nombre d'années. Et en 2006, à la conférence de Toronto, en conclusion, on dit la poche de résistance la plus importante que nous avons à l'heure actuelle, c'est chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et en particulier en Afrique. Alors, coup de tonnerre. Et là, certaines personnes commencent à dire, tiens, entre autres en Afrique, des gays ou des associatifs disent peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Et ils disent ça, entre autres, à l'association AID, l'Association nationale de lutte contre le sida en France, qui avait créé depuis une dizaine d'années un réseau africain qui s'appelait Afrique 2000, en disant peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Donc AID m'a demandé de coordonner, organiser et mettre en ordre de marche auprès des associatifs africains, associatifs de lutte contre le sida, une démarche en direction des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Je fais toute une phrase pour dire toujours ce que vous pensez. Donc, c'est des homosexuels, des gens qui ont des rapports homosexuels. Et vous verrez pourquoi je prends cette périphrase parfois. Et non sans mal, parce que certains pays disaient, comme le dit l'intervenant précédent, bon, c'est contre nature, comment on va faire? D'abord, chez nous, il n'y en a pas. Et il faut savoir que si on a mis 20 ans pour agir là-dessus, en Afrique, sur cette population particulière, c'est qu'en 1985-86, lorsqu'on faisait des interventions quelque part, on disait le sida, c'est pas difficile. L'Europe du Nord, la contamination, elle est homosexuelle. L'Europe du Sud, ce sont des usagers de drogue. Et l'Afrique, c'est hétérosexuel. En fait, c'est pas si simple que ça. En tout cas, c'est pas si tranché que ça, parce qu'il y a des usagers de drogue de partout.
Et ça tend à aller dans ce sens-là, y compris en Afrique. Maintenant, on va monter des projets en direction des usages de drogue un peu tardivement. Il y a des homosexuels et des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Je dis hommes spécifiquement parce que sur le VIH, on va voir que c'est quand même les hommes qui sont très concernés, mais pas que, parce qu'il y a chez les lesbiennes, et c'est un sujet encore plus compliqué, plus pointu, parce qu'on verrait les contraintes sociales qui existent dans certains pays. Je pense au Cameroun en particulier, mais ça peut être dans d'autres pays où effectivement les lesbiennes se mettent dans une situation de danger et de risque face au VIH. Donc Africa Gay, c'est un grand mouvement qui a débuté, qui a continué et qui perdure maintenant, qui a changé de nom, parce que maintenant on a dit AGCS, je crois. On est venu un peu en arrière sur l'affichage d'Africa Gay. Moi, je tenais particulièrement à Africa Gay. Alors, ça a été un peu compliqué, mais on s'est un peu battu. Il faut savoir qu'avant ça, c'était le calme plat. Et puis là, on a ouvert un peu une boîte, cette boîte de Pandore. Et alors, du coup, en 2008, il y a eu une conférence internationale africaine qui avait lieu à Dakar. On nous a dit, vous inquiétez pas, vous pouvez faire des stands, les associations sont là. Parce qu'il y avait des associations qui ne disaient pas vraiment leur nom, mais qui faisaient de la lutte contre le sida en direction des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Lorsqu'on s'en va de Dakar, eh bien, les membres des associations, ils sont tous arrêtés, et ils sont condamnés, le 26 décembre 2008, à 8 ans de prison. Mais il ne s'était pas passé grand-chose, hein. Donc ils s'étaient rassemblés dans une soirée, on les a arrêtés pour association de malfaiteurs. Donc, alors, je suis allé, moi, à Dakar, en prison, les voir, parce qu'il y a eu, à l'époque, l'association qui était... entre autres concernés, s'appelait Aide Sénégal, et en Conseil des ministres, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, croyait que c'était le président de Aide France qui avait été incarcéré. Donc tout ça a été un peu compliqué. Mais néanmoins, on est arrivé au bout de 4 mois, vous allez dire, ah quand même, 4 mois en prison à Dakar, c'est enviable et c'est pour personne et c'est pas supportable. Donc, en tout cas, c'était déjà le début. Au Burundi, en 2009, on dit, tiens, on va changer le code pénal et on va abolir la peine de mort. Voilà une bonne idée. Mais si on pénalisait les homosexuels en même temps? Voilà, donc vous voyez que c'est un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays. À partir de 2010, au Cameroun, alors, des arrestations à tir-larigot, des meurtres, des gens qui ont été assassinés, torturés. Et ça continue. Et en 2019, on fait quand même un article, il y a quelques jours, qui est sorti dans Lancet, où on dit quand même une législation anti-LGBT sévère et souvent associée à un dépistage de sensibilisation plus faible dans les pays africains. Ça veut dire, pour résumer, au plus on va stigmatiser, au plus il y aura des contaminations, et au plus ce sera compliqué d'arrêter l'épidémie de VIH. Alors ça, oui, c'est moi, il y a quelques années, j'étais beaucoup plus jeune, mais c'était à la conférence internationale à Mexico, où on présentait pour la première fois Africa Gay. On pensait faire une petite conférence de presse qui aurait dû durer quelques minutes devant quelques personnes. En fait, la salle était 2 fois plus grande que ça et ça a été rempli. Et il fallait que je fasse anglais et français. Et on s'en sortait pas. On a été complètement débordés parce que c'était la première expérience africaine de lutte contre le sida en milieu homosexuel. Et du coup, on a été complètement débordés par tout ça. Ce qu'il faut voir parallèlement à tout ça, c'est que ce qui se passe dans les pays... Je prends un vieux tableau, mais vous ne l'apprenez pas par cœur, hein, un vieux tableau de 2009, exprès, parce que c'était au moment où tout ça est sorti. On voit que dans la prévalence du VIH, la colonne d'extrême droite dans les pays, vous voyez que les pays, selon les pays, le Sénégal c'est en dessous de 1, l'Égypte par exemple c'est 0,02, donc c'est très 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 peu. Et la prévalence chez les hommes qui ont des hommes qui ont relations sexuelles avec d'autres hommes, les MSM, dépasse toujours les 5% pour l'Égypte. Vous allez dire 5%, c'est pas beaucoup, ça fait exactement 250 fois plus que la population générale. 250 fois plus. Et pour le Sénégal, on passe à 21,6. Sachant que maintenant, alors qu'il y a des interventions, on n'a fait qu'augmenter la prévalence. C'est-à-dire que la prévalence chez les hommes qui ont une relation sexuelle avec d'autres hommes continue à augmenter. Ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, on avait très peu d'études. Et moi, on parle là, on est tous autour de la table des gens qui faisons des études particulières sur la socio, l'anthropologie, mais aussi du qualitatif, du quantitatif. Il faut attendre le tout début des années 2000 pour avoir un certain nombre d'études qui sortent. Au Sénégal, 2002, 2004, 2 études sortent et on s'aperçoit qu'on a, parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, 72% ont aussi des relations sexuelles avec des femmes. Et qui sont très particulièrement infectés dans ce groupe-là, ils sont aux alentours de 20%.
ce qui est le même taux au Mali, ce qui est le même taux à peu près au Burkina Faso. Donc vous voyez, on a une espèce de paysage qui est assez compliqué, et toutes les interventions qu'on a pu mettre n'ont pas amélioré la situation. Elles ont amélioré la situation dans le pays parce que la prévalence de tous ces pays-là, dans l'extrême droite, la colonne, toutes ces prévalences ont diminué globalement dans la population générale et n'a fait qu'augmenter dans les populations clés. Parce qu'on parle effectivement de populations clés. Pourquoi on dirait hommes homosexuels ou usagers de drogue? On va essayer de mettre des mots pour cacher tout ce qu'on ne veut pas dire. Et donc c'est ça qui est assez compliqué. On était parti de où? De cette invisibilité dont parlait Marc-Éric tout à l'heure. Effectivement, avant ce tout début, pas qu'Africa Gay, mais de l'époque de Toronto, etc., il y avait un pays où aucune tête dépassait du lot. Et à partir du moment, on a vu quand même des personnes qui mouraient dans des conditions parfois étranges, cachées. On ne sait pas pour quelle raison elle mourait à 20 ans, à 25 ans, sans avoir parlé jamais de ce qui s'était passé. Cette invisibilité était très dure à assumer pour les groupes, et du coup, elle était aussi souvent liée, lorsqu'on passait outre cette invisibilité, à une très forte stigmatisation, une discrimination considérable dans tous ces pays-là. Les violences étaient énormes, et donc effectivement, on a eu une forte demande de dire « nous, on veut sortir du bois, même si ça va nous coûter ». Et ça va coûter, parce qu'il y a eu des meurtres dans tous les pays, il y en a toujours. Je ne dis pas qu'en France, il ne se passe rien. Je veux dire, donc, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des images, des faits divers dans tous les pays, dans tout le pays, mais il y a la possibilité d'aller à la police, de porter plainte et d'éventuellement faire quelque chose. Dans certains pays, lorsque vous êtes frappé parce que vous êtes homosexuel, si vous allez porter plainte, en plus, vous serez emprisonné. Éventuellement condamné parce que vous avez des pratiques contre nature, entre guillemets. Et c'est ces pénalisations qui quand même... Moi, j'essaie d'être... Bon, je prends un peu des antidépresseurs aussi, mais j'essaie d'être un peu positif en se disant il y a une espèce de vague qui fait qu'il y a un certain nombre de pays, 1 ou 2 pays tous les ans, qui petit à petit arrivent à dépénaliser. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. En contrepartie, il y a des gens qui veulent revenir. L'Ouganda, par exemple, il y a une rumeur ces derniers jours, on dit que c'est une rumeur, de vouloir pénaliser jusqu'à la peine de mort l'Ouganda. Le gouvernement s'est rétracté devant la montée au créneau d'un certain nombre de personnes. Derrière, il y a des religions, il y a beaucoup d'évangélistes en Ouganda, beaucoup d'évangélistes américains qui arrivent avec beaucoup d'argent et qui font beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'ils attendaient, ceux qui nous ont interpellés? Ils attendaient essentiellement une reconnaissance et une meilleure prise en charge. Mais cette meilleure prise en charge, elle n'est pas si... 10 ans après ou 15 ans après, elle n'est pas si efficiente que ça. J'étais encore en train de parler hier avec un chef de service parisien parce qu'on a fait revenir d'un pays, du Cameroun, quelqu'un qui était en train de mourir d'une septicémie, tout simplement parce qu'on n'y avait pas écarté les fesses. Je veux dire, donc, on arrive à l'endroit et on dit « Oh, c'est parce qu'il a de la fièvre ». Mais peut-être qu'il faudrait voir. Donc, il a fallu faire un diagnostic par téléphone, par Internet, et rapatrier et sauver une personne parce qu'on mettait sous antibiotiques, une perfusion d'antibiotiques, c'était réglé, parce qu'il y avait une fistule anale et que jamais le médecin lui a fait écarter les fesses. Et pourtant, c'est le devoir d'un médecin, surtout lorsque on dit « Bonjour, je suis homosexuel, j'ai de la fièvre, j'ai de la diarrhée, etc. » Surtout, ne vous déshabillez pas. Donc sur la visibilité, à la fois, il y a plusieurs façons de voir les choses, parce que ceux qui ont sont insérés dans une société avec pas de problème d'argent, avec des parents qui sont riches ou qui sont connus, c'est pas très compliqué. Le problème de la visibilité, pour ça, si on est chanteur, si on est ou simplement encadré, il n'y a aucun problème. Mais les gens qui sont simplement le peuple et qui veulent vivre normalement vont subir tous les jours les raquettes, les problèmes et la discrimination de toute une population. Alors on en est où là maintenant? Moi je pense qu'il y a des choses qui ont quand même évolué, parce que ce qui ressort, alors tout le monde dit ça, surtout ne faisons rien pour nous sans nous. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de capital. Alors il y a aussi le fait que le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme amène beaucoup d'argent. Vous avez vu les informations
la semaine dernière, la conférence de constitution a ramené 14 milliards de dollars pour pouvoir abonder et faire des choses, mettre sous traitement, accompagner, et entre autres sur des publics qui ne sont pas jamais pris par leur pays. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à négocier, et c'est de la diplomatie financière qui est faite, sachant qu'il y a toujours l'hypocrisie dans certains pays. Je prends encore l'exemple du Cameroun. Lorsqu'on fait un projet en direction des adolescents, qu'on fait un sous-groupe homosexuel, le comité d'éthique nous dit ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'homosexuels chez nous. L'article du Lancet dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'était ça, c'est que la stigmatisation, la discrimination dans les populations gays, mais ça va être la même chose pour d'autres populations clés, ça entraîne du sida, ça augmente le nombre de personnes contaminées, et ça c'est très très grave, puisqu'il faut arriver d'ici 2030 à faire en sorte qu'on ait plus de contamination. Je pense que les violences et les stigmatisations, malheureusement, on ne les a pas arrêtées. Vous voyez, ça c'est une chambre, une photo d'une chambre d'un homosexuel en Ouganda qui a été coupé à la machette il y a une dizaine de jours, avec le sang sur le mur. Alors, c'est sûr que c'est pas sympa comme photo, hein, mais c'est la réalité. Et donc, je veux dire que malheureusement, il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Merci d'avoir organisé ce séminaire. Donc moi, je m'appelle Sébastien Tuller, je suis responsable des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre pour Amnesty International France. Je suis bénévole, mais je coordonne toutes les actions d'Amnesty qui traitent des questions LGBTI et plus. Et donc ce soir, je vais vous parler du travail d'Amnesty. Je vais repartir aussi de la colonisation et de l'époque coloniale pour expliquer aussi la situation d'aujourd'hui et la réponse d'Amnesty sur le continent africain et la réponse de la société civile. Et donc d'abord, pour comprendre un peu, pour ceux qui connaîtraient pas Amnesty, enfin la vision d'Amnesty, c'est la vision d'un monde où chacun peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les textes internationaux relatifs aux droits humains. Et quand on parle de droits humains, on parle des droits des personnes LGBTI. On ne demande pas des droits spécifiques ou de nouveaux droits, mais bien l'application des droits fondamentaux. Et quand je parle de droits fondamentaux, c'est vraiment l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. C'est le droit à la vie. Ce n'était pas des rumeurs, le projet de loi en Ouganda, c'était les déclarations du ministre de l'Éthique qui voulait relancer ce projet de loi. C'est un projet de loi qui traîne depuis 2009, qui a été déjà présenté plusieurs fois au Parlement et donc qui a été démenti par le gouvernement lundi. Mais à chaque fois qu'il y a des déclarations publiques sur ce projet de loi, ça augmente le harcèlement et les violences à l'égard des personnes LGBT sur place. Donc quand on parle de droits humains, on parle aussi vraiment de ça. C'est le droit de mener une vie familiale normale, c'est l'interdiction des discriminations, c'est la liberté d'expression. Et donc vraiment, voilà, faut retenir, c'est pas des droits spécifiques ou des nouveaux droits, mais c'est simplement les droits humains que tous les êtres humains devraient disposer. Et ce qu'on remarque sur le continent africain depuis 5 ans, c'est qu'il y a une régression. Il y a une régression qui concerne les droits LGBT aussi dans de nombreuses autres parties du monde, mais ce soir, on va essayer de se concentrer sur le continent africain. Et il y a de nombreux films ou émissions des blockbusters qui ont été censurés en Afrique ou dans des pays africains puisqu'ils montraient ou qu'ils traitaient des questions LGBTI. Voilà. Bon, si on peut saluer que, même si c'est fait de manière souvent assez stéréotypée dans beaucoup de films, que l'homosexualité ou les questions LGBTI sont de plus en plus traitées dans les médias ou à la télé ou au cinéma, ça a des répercussions en Afrique puisque ces films sont souvent censurés. Donc un des films qui a fait le plus parler l'année dernière, c'était un film kényan qui s'appelle Rafiki, qui a été ovationné à Cannes. C'était le premier film kényan à être sorti à Cannes et en même temps il était interdit au Kenya. Donc ça a créé des débats au Kenya et c'est plus la censure du film qui a permis de parler des questions LGBT parce que voilà, la volonté de la réalistique du film, c'était vraiment de faire une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire. Si vous n'avez pas vu Rafiki, je vous conseille d'aller le voir. C'est un film kényan fait par des Kenyans, des actrices kenyanes, une BO de Kenyan. C'est sur Nairobi. C'est une histoire d'amour entre deux femmes. Et en fait, c'est juste, elle voulait raconter une histoire d'amour assez simple. Et c'est parce qu'il a été censuré et qu'il a autant fait parler. Mais elle s'est battue parce qu'il y a une société civile qui, même si elle est persécutée et qu'elle est victime d'intimidation, essaye de se mobiliser. Donc, elle a attaqué en justice cette interdiction. Et elle a obtenu gain de cause, parce que souvent, effectivement, en Afrique, c'est plus facile d'obtenir gain de cause auprès des juridictions. Et donc, un juge a autorisé que le film sorte pour une durée de 7 jours seulement, interdit aux mineurs que pour les adultes. 7 jours, c'était la durée minimum qu'elle avait besoin pour que son film soit sélectionné aux Oscars.
C'est le premier film kényan à avoir été dans la course aux Oscars, mais il n'a pas gagné. Mais bon, du coup, cette censure, au moins, et ce débat a permis de parler des questions LGBTI publiquement. Et on avait de bons espoirs que la Cour constitutionnelle kenyane en mai dépénalise enfin l'homosexualité, parce qu'en fait, comme on l'a expliqué sur l'ère coloniale, la loi kenyane, c'est la loi qui est héritée de l'Empire britannique, c'était la même loi indienne. Et le Kenya et l'Inde ont à peu près la même constitution, c'est un peu rédigé de la même façon. Et l'Inde a dépénalisé l'homosexualité en février ou octobre 2018, l'année dernière. Et donc les activistes kenyans sur place ont demandé à la Cour suprême d'incorporer le jugement indien, qui, encore une fois, se basait à peu près sur les mêmes fondements juridiques. Et ils voulaient que, du coup, les sages kenyans utilisent ce jugement pour éventuellement arriver à la même conclusion. Donc ils ont accepté. C'est pour ça que ce jugement a été retardé plusieurs fois. Ça fait longtemps que cette procédure est en cours. Et après, les bonnes nouvelles de l'Angola, du Botswana cette année, on s'était dit que peut-être le Kenya pouvait être la prochaine étape. Malheureusement, la décision qui a été rendue n'a pas dépénalisé l'homosexualité. Et donc aujourd'hui, au Kenya, l'homosexualité, elle est pénalisée pour les hommes, c'est 14 années de prison, mais elle n'est pas pénalisée pour les femmes. Il y a 70 pays qui pénalisent l'homosexualité masculine dans le monde, et il n'y en a que 40, à peu près, une quarantaine, qui pénalisent l'homosexualité masculine et féminine. Mais en réalité, cette différence, elle ne se voit pas trop dans la vie des personnes LGBTI, parce que si l'État ne pénalise ou ne stigmatise pas directement les personnes lesbiennes, cette répression, elle est en quelque sorte déléguée aux familles. Et du coup, ce sont les familles qui persécutent, tuent leurs propres enfants si ils ont une orientation sexuelle qui ne correspond pas à leurs souhaits, ou voilà, les femmes lesbiennes sont victimes de mariage forcé, sont victimes de viols correctifs. On a cette idée que par une pénétration, on pourrait changer l'orientation sexuelle d'une personne. Donc même s'ils ne sont pas directement pénalisés par les textes, ils sont quand même réprimés de la même façon. Donc environ 70 pays, ça dépend comment on compte, parce qu'il y a des pays qui pénalisent pas complètement, c'est comme pour la peine de mort. C'est certaines régions comme au Nigeria, c'est le nord du Nigeria qui condamne à mort l'homosexualité, parce que c'est contrôlé par Boko Haram, et donc mais le Nigeria, dans la loi nigériane, le pays en tant que tel le condamne pas à mort. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais retenez que c'est à peu près 70. Et en tout cas, il y a une trentaine de pays en Afrique qui pénalisent encore l'homosexualité. Et en fait, quand on parle de pénalisation, c'est principalement de la pénalisation et de la peine de prison dont on parle pour des comportements, entre guillemets, qui sont indiqués comme contre nature dans la loi. Mais en fait, depuis de nombreuses années, il y a plein d'autres formes de pénalisation qui apparaissent, parce que l'esprit humain est plein d'horreurs. Et donc aujourd'hui, pour entraver le travail des associations, donc là principalement les associations qui travaillent sur le VIH ou le SIDA, ou alors ceux sur les IST, ou ceux qui arrivent à travailler sur les questions LGBT, on en coupe les financements, on leur demande de s'enregistrer comme agent de l'étranger, avec cette idée que ce serait encore une fois l'Occident qui importerait l'homosexualité en Afrique, et du coup ce serait l'Occident qui financerait des associations pour pervertir les enfants africains. Donc il y a toute cette question d'enregistrement d'associations qui entrave, mais de manière vraiment impossible, la vie des militants et des défenseurs des droits sur place. Il y a aussi des lois de moralité ou de promotion qui interdisent toute promotion ou parole publique de l'homosexualité. Ce qu'on fait, par exemple, c'est interdit dans de nombreux pays. Ce n'est pas des lois qui existent qu'en Afrique. Il y a plein de lois qui existent aussi en Russie ou qui sont discutées en ce moment en Pologne. Mais c'est pour dire que voilà, quand on parle de pénalisation, il y a plein de choses. Et dans tous les cas, dépénaliser l'homosexualité, ça suffira pas, parce que quand dépénaliser, c'est bien, et c'est l'objectif, et il faut qu'on arrive vers cette dépénalisation, mais il faudra surtout qu'on arrive à protéger les personnes des crimes de haine, des violences et des discriminations. Et donc, ce qui est aujourd'hui, on est quand même dans le bon sens de l'histoire, même s'il y a des exemples horribles. Il y a de plus en plus de pays qui dépénalisent l'homosexualité. Il y a des exemples chaque année, donc on finira par y arriver, même si c'est trop long. Mais ce qui était bien avec l'Angola cette année, c'est que non seulement ils ont dépénalisé l'homosexualité dans la révision du code pénal, mais en même temps, ils ont protégé les personnes LGBT contre les discriminations. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Mais c'est ça qu'on demande au pays, c'est d'arriver à protéger les personnes. Et donc mais par contre, de toute façon, tant que la loi pénalisera l'homosexualité, ça légitimera de toute façon, tant qu'il y aura des discours de haine, y compris dans nos sociétés, ça légitimera une homophobie, une LGBTI-phobie dans la société. Et voilà, donc cette loi, même si certains dirigeants politiques disent qu'elle n'est pas appliquée,
elle permet une impunité totale pour les crimes qui peuvent être commis sur ce motif. Et donc le travail d'Amnesty, en général, il est fondé sur 3 piliers. Le premier, c'est la recherche. Donc c'est des chercheurs qui sont sur le terrain et qui vérifient, qui récoltent des données, qui rédigent des rapports sur les violations des droits humains. Ensuite, c'est la médiatisation ou la communication de ces rapports auprès de l'opinion publique. Et enfin, c'est le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour obtenir une amélioration ou un changement de la situation. Mais en ce qui concerne la dépénalisation, la stratégie d'Amnesty, elle est un peu différente, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la médiatisation des questions LGBTI en Afrique, ça avait un peu l'effet inverse, et qu'il y avait beaucoup de médias qui étaient plutôt hostiles aux questions LGBTI et qui instrumentalisaient de manière assez systématique les questions LGBTI dès qu'on essaie de les mettre sur la place publique. Et par exemple, en Ouganda, mais je vais changer de pays après, il y avait une culture, c'était de publier dans les journaux les noms avec les photos des personnes qu'on soupçonnait d'être homosexuelles. Donc, ça existe dans d'autres pays d'Afrique, mais ça avait vraiment beaucoup fait parler à une période en Ouganda. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que plus on médiatisait des cas ou des arrestations ou des situations, des changements de loi, plus ça nuisait au travail des défenseurs des droits sur le terrain. Et donc, on s'est dit qu'en fait, il fallait arrêter de faire un travail sous-marin avec la société civile, parce que c'est les personnes concernées qui sont les premières impactées par ces lois, et voir comment on pouvait les aider. Et donc, en tant qu'ONG occidentale, de toute façon, on était tout de suite renvoyé à la fausse idée qui est, comme on l'a dit, répandue en Afrique, qui voudrait que l'homosexualité est répandue et revient de l'Occident. Et donc, de toute façon, même si on voulait communiquer ou faire des grandes campagnes, ce serait contre-productif, puisque en Afrique, dès qu'on parle des droits LGBT, on nous renvoie à la culture et la tradition africaine, et que les sexualités entre personnes de même sexe seraient importées de l'Occident. Mais vraiment, s'il faut retenir quelque chose ce soir, c'est plutôt ça, parce que depuis ces 10 dernières années, il y a de nombreux responsables politiques ou des chefs religieux de toute confession qui ont qualifié les rapports entre personnes de même sexe de non-africains. Et en fait, c'est vraiment le point de rupture qu'il faudra dépasser un jour, mais contrairement aux idées reçues, voilà, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que ce que l'Occident a apporté en Afrique, c'est l'homophobie et c'est pas l'homosexualité. Et que oui, il y avait des peintures rupestres au Zimbabwe vieilles de plus de 2000 ans qui peint des couples homosexuels. Il y a des mariages entre personnes lesbiennes qui ont été répertoriés dans plus de 40 groupes ethniques dans toute l'Afrique méridionale, au Kenya. Donc, malheureusement, des exemples, on en a peu, mais ils existent. Et c'est pour ça que la recherche est nécessaire. Et donc, il faut continuer à faire ce type de recherche pour arriver à tordre ces idées reçues. Mais vraiment, c'est parce qu'il y avait même cette conception un peu différente du sexe et du genre dans certaines parties de l'Afrique que lors de la colonisation, on est venu pénaliser ces crimes, ces havres de paix contre nature. Sans forcément parler d'acceptation, il y avait une certaine tolérance pour différentes orientations sexuelles ou identités de genre qui ont été écrasées par la colonisation occidentale. Donc, de toute façon, l'Occident et l'Afrique, le lien entre l'Occident et l'Afrique est systématiquement ramené dans le cadre des débats sur cette question. Et après, le problème, c'est comme il n'y a pas suffisamment de recherche, il y a des débats, mais il y a certaines études qui montrent que même si la France a dépénalisé l'homosexualité en 1791, elle a quand même été pénalisée l'homosexualité dans certains pays, ou a participé à pénaliser l'homosexualité au Cameroun. Elle a aussi participé à la pénalisation, à l'élaboration de la loi qui pénalise l'homosexualité en Tunisie. Et il y a très peu de recherches sur ces sujets-là, et c'est dommage parce qu'en fait on en a besoin, mais elles existent, et donc on peut que essayer de vous encourager à faire des recherches sur la question. Donc l'action d'Amnesty et la société civile. Donc dans ce contexte, le travail d'Amnesty se concentre sur la recherche. Donc il y a un gros travail de reporting sur la situation sur place et le suivi des changements de loi ou des arrestations. C'est vraiment un travail de frustration et de travail de petits pas, vous allez voir. Mais par exemple, en Gambie, c'était en 2014 ou en 2016, il y a eu un changement du code pénal. Et donc, ce qu'on a réussi à obtenir, c'était qu'avant, la loi, elle prévoyait une peine d'amende, une peine de prison et d'amende. Et donc, avec la révision du code pénal, maintenant, on a le droit à une peine de prison ou d'amende. Et donc, c'est à la discrétion du juge. Donc, ça change quand même la vie des personnes sur place, mais vraiment, c'est vraiment une petite amélioration. Mais si ça peut permettre de changer des choses, il faut l'apprendre même.
C'est pour dire que ça pourra prendre du temps dans certains pays et c'est dommage. Mais donc le plaidoyer on fait du plaidoyer auprès des ministres, des chefs d'État de tous les pays africains et aussi dans les organisations internationales, régionales, africaines ou onusiennes, internationales. Et la réponse officielle qui nous est régulièrement donnée, c'est qu'il n'y a pas d'homosexuels, mais ça de moins en moins je l'entends. Maintenant il y a des lois, ces lois existent. Et la société n'est pas prête à ce qu'on relance un débat ou qu'on change ces lois, ou ces lois ne sont pas appliquées. Or, la majorité du temps, c'est faux. Ces lois, elles, sont appliquées. Et donc, notre travail, nous, c'est de documenter ces arrestations. Et c'est un travail de fourmi, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas toujours les moyens de communication. Les militants... il y a peu de militants LGBT en Afrique, et du coup, dès qu'il y en a un qui est harcelé, intimidé, ça fait que le mouvement militant disparaît sur quelques années à des endroits. Et donc, il y a aussi tout un travail de réactivité pour sauver ces personnes. Et quand on parlait des autorités, la possible protection des autorités, oui, elle est inexistante. Il y avait un cas d'un Égyptien qui a été violé, donc il a été porté plainte pour viol, et comme il s'est fait violer par un homme et qu'ils se sont rendus compte qu'il était homosexuel, il a été en prison, alors qu'il venait à la police pour se plaindre du viol qu'il avait subi. Et donc tout le travail d'aujourd'hui d'Amnesty, c'est celui-là, c'est le recherche, le reporting, un travail plutôt de sous-marin de réactivité et d'aide aux associations locales. Parce que voilà, on part du principe que ce sont les personnes concernées qui doivent être moteurs du changement et que ce changement il sera plus simple en plus stratégiquement s'il vient d'eux. Donc il y a toute la question du financement, de la formation ou de l'accompagnement. Et on les accompagne sur les questions juridiques, les recours en justice ou dans le plaidoyer. Donc notre plaidoyer, en gros, qu'est-ce qu'il demande? C'est l'arrestation des arrestations. Ensuite, que de plus appliquer les lois en question. Ensuite, la dépénalisation. Et enfin, de protéger les personnes des crimes de haine, des violences et des discriminations, et aussi au titre de l'asile, puisque vous l'aurez compris, quand on vit dans ces pays-là, la seule solution parfois qui nous reste, c'est de fuir pour demander l'asile dans un autre pays. Donc on peut venir en Europe pour demander l'asile, mais c'est un autre parcours d'exil et on pourra en reparler. Mais il y a aussi d'autres pays africains qui pourraient permettre d'accueillir certains demandeurs d'asile. Et donc il y a on travaille avec le HCR pour que certains ressortissants africains ne soient pas obligés, parce que ça reste une violence de traverser la Méditerranée, et puissent trouver refuge dans des pays qui pénalisent pas l'homosexualité, voire les protègent. Et donc là, vraiment, juste, je sais pas combien il me reste de temps, mais pour reparler de la stratégie, enfin l'idée pour contrer l'argument de l'Occident et des traités internationaux qui imposeraient l'homosexualité, parce qu'ils n'ont pas tort. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle ne parle pas d'homosexualité. Mais tous les textes internationaux, depuis, ont été complétés par des textes additionnels qui expliquent comment ils doivent être interprétés. Et donc, ils s'appliquent effectivement pour les personnes LGBTI. Mais bon, ça, franchement, ce discours, ils ne l'entendent pas et ça ne sert à rien de partir sur le droit international, même si je suis convaincu que les droits humains sont indivisibles et universels. C'est bien que je sois convaincu, mais ça ne change rien pour les personnes sur place. Et donc, on a décidé de s'appuyer sur la charte de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais c'est pas qu'une question d'interprétation, c'est que, au début c'était ça, on estimait que la fin de la phrase qui disait à toutes les autres, je sais plus comment c'est rédigé, dans l'article qui cite les critères de discrimination, c'était tous les autres domaines ou tous les autres critères où on estimait que ça pouvait s'appliquer aux personnes LGBTI. Donc ça a été notre combat avec les associations de faire en sorte que, en fait, la protection des personnes LGBTI provienne d'un instrument purement africain, décidé par les Africains, entre pays africains, pour les Africains. Et en 2014, on a réussi, on a obtenu une résolution historique de la Commission africaine des droits des peuples qui protège les personnes en raison de leur identité ou de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Cette résolution de 2014, elle est incroyablement bien rédigée et elle protège du harcèlement, des violences, des arrestations. Et elle a été décidée par les pays africains, pour les pays africains. Et donc notre plaidoyer maintenant, c'est pas de leur rappeler aux engagements internationaux auxquels ils sont liés, c'est de leur rappeler qu'ils ont créé des instruments en dehors de l'Occident pour décider avec leur souveraineté des lois qui s'appliquent. Et il se trouve qu'ils ont décidé aussi de protéger les personnes LGBTI. Donc on leur rappelle cette résolution et ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il y a plus d'échanges et de dialogues entre les pays africains eux-mêmes, entre ceux qui protègent et ceux qui ne protègent pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très bien, et il faut que la France ou d'autres pays soient moteurs pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde.
Mais en vrai, quand ça vient de nous, c'est pas efficace. Donc, ce que devrait faire la France, ce qu'elle fait parfois, c'est de s'associer, de pousser certains pays alliés, pays africains, notamment l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas que, mais enfin d'autres pays, à parler de ces questions avec leurs voisins. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à améliorer la situation sur place. Et malgré que l'Afrique du Sud ait la meilleure constitution en ce qui concerne la reconnaissance des droits LGBT, avec la reconnaissance du mariage dans la Constitution, c'est quelque chose qu'on n'a pas à nous. Malgré ça, les droits des personnes LGBT en Afrique du Sud, c'est aussi catastrophique. Il y a de nombreuses violations des droits humains, il y a des arrestations, des meurtres de militantes lesbiennes et de crimes d'honneur. Donc voilà, ça suffit pas d'avoir des lois, encore faut-il les appliquer. Vous l'avez bien vu en France, on a beau avoir des lois qui protègent, ça n'empêche pas de voir des personnes se faire agresser de plus en plus, de voir des images d'agression de plus souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, pour finir, il nous faut plus de chercheurs qui travaillent sur cette question en Afrique. Et ce serait bien si c'était des chercheurs africains, parce que c'est bien beau quand c'est nous qui faisons des recherches, mais en fait, c'est bien, c'est utile. Mais en termes de stratégie pour dépénaliser l'homosexualité en Afrique, ça sert à rien. Donc, il faudrait des chercheurs africains. Et donc, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives ici qui se passent, mais il faudrait que Sciences Po, Bordeaux, le CNRS renforce ou continue son engagement à travailler avec des chercheurs africains, avec des universités africaines. Je sais qu'à Dakar, il y a un bureau qui travaille sur les questions LGBTI. J'ai jamais réussi à rentrer en contact avec eux, mais il existe. Et donc, si ça peut venir, si la réponse et la recherche vient de personnes concernées africaines dans des universités africaines, ça permet, de sensibiliser du monde et d'avoir une légitimité à parler de ces questions. Donc voilà, on peut encourager plus de recherche. Merci à vous. Merci à tous les intervenants, c'était passionnant. En plus, tout le monde a tenu le temps, donc ça nous laisse du temps à nous. J'imagine qu'il y a plusieurs questions, il ne faut pas être timide. Je pense que c'est une opportunité d'avoir un juriste, quelqu'un d'Amnesty International, quelqu'un du croisement du milieu médical, etc. Donc, je vais distribuer le micro dans la salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Nous, on va prendre ce micro-là. Il suffit de le... Et puis tu appuies 2 secondes. Voilà, un petit temps de battement. Oui, je vois une question là-bas. Du coup, je vais m'occuper de distribuer le micro. Merci beaucoup. Si éventuellement certaines personnes font partie de groupes militants, etc., ils peuvent juste le signaler pour se présenter. Et puis sinon, voilà, vous posez vos questions et ils répondront. Je ne sais pas qui voulait poser la question. Alors, moi, j'ai une question sur le Maghreb. Donc, quand vous avez parlé des lois, vous avez dit que en France, en tout cas, où ce n'est pas les colonies françaises qui ont instauré les lois homophobes au Maghreb, notamment, j'imagine. Je voulais juste faire une remarque que, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, on ne peut pas parler de communauté LGBT en Afrique en général, encore moins au Maghreb, mais il y a plus des pratiques homosexuelles. Et ces pratiques homosexuelles, on constate, sur le terrain en tout cas, qu'il y a une forme de tolérance qui se cristallise dans des anciennes pratiques culturelles tout à fait tolérées. Des homosexuels, par exemple, je pense au chant en Algérie, au Maroc, où il y a des chanteurs ouvertement homosexuels, quand c'est homosexuel, qui chantent, que ce soit lesbienne ou gay d'ailleurs, sur des hommes et des femmes, et les gens les chantonnent, etc. Et c'est tout à fait toléré. Du coup, je voulais savoir dans quelle mesure, en fait, vous entendiez que... j'avais l'impression que vous disiez que, du coup, les colonies françaises n'ont vraiment pas eu ces lois homophobes à partir de la France, en tout cas, ou à partir de ces lois à elles. Alors qu'il me semble que l'homophobie, puisqu'elle était tolérée dans ces pays-là avant avant la colonisation, il me semble que l'homophobie, elle, a été importée par ces pays-là occidentaux et entre autres par la France. Merci.
Oui, alors ce qui est certain, c'est que par rapport à ce qui a pu exister au Royaume-Uni, il y avait clairement une loi. Donc le colonisateur arrivait avec son package législatif et il imposait tout. Ce n'est pas le cas en France. Il pouvait y avoir des applications locales. Voilà. Donc ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir localement des réactions épidermiques et qu'un gouverneur ait pu prendre des textes. C'est ce qui a pu se passer. Voilà. Mais ça n'a pas eu l'aspect systématique qu'a eu la colonisation britannique. Voilà. Ne fût-ce que déjà le gouverneur général du Maroc, enfin, qui n'était pas gouverneur général, qui est le résident général du Maroc, Lyautey n'avait aucun intérêt à pénaliser l'homosexualité. Voilà. Mais Lyautey avait le pouvoir, donc il pouvait tout faire. Mais il y a deux points dans ce que vous dites. Vous parlez des chanteurs, des traditions, etc. C'est valable dans tous les pays d'Afrique. Hein. Donc, au Sénégal, il y a plein de traditions comme ça. Le fait du passage d'un régime qui serait traditionnel ou folklorique, entre guillemets, sans être péjoratif, à revendiquer et assumer une homosexualité, il y a un grand pas qui est fait. Et donc c'est ça le passage à l'heure actuelle. S'il y a des problèmes au Sénégal, entre autres, je prends le cas du Sénégal, parce qu'il y avait les grillons, etc., donc, qui dans les mariages, c'était des hommes qui étaient habillés en femmes et qui chantaient, etc., ça passait très bien. Mais si de ce coup on dit ils vont se marier, et on les reconnaît en tant que pratiquant une sexualité qui ne serait pas celle de la majorité, ça change tout. Et sur les lois, moi il n'y avait pas de loi en France, mais enfin il a fallu attendre quand même Gaston Defferre, qui était un maire de Marseille, mais qui était aussi ministre de l'Intérieur, pour qu'il n'y ait plus de fiches, qu'on fiche plus les homosexuels en France. C'était 1982, me semble, si je ne me trompe pas. Donc il n'y avait pas de loi, mais il y avait des pratiques. Et quand on va en Afrique, dans les colonies, entre guillemets, vous imaginez que les pratiques, elles sont encore plus dévoyées. Et donc, à mon avis, évidemment, ça a été hérité du colonisateur. L'homophobie, bien sûr, et la stigmatisation des homosexuels. Après, aller dans le sens du mauvais qu'il y a chez l'homme, c'est assez facile. Hein, donc. Alors, juste par rapport à ce qu'il a dit, je vais juste compléter. Si on prend l'exemple du Ghana, le Ghana a récupéré la législation britannique. Le président actuel du Ghana, Nana Akufo-Addo, quand on lui posait la question, on dit non, c'est pas la peine de dépénaliser, puisque de toute façon, dans les faits, personne n'est jamais poursuivi. Ce qui n'est pas faux. Sauf que ça crée une situation d'instabilité et de précarité juridique parce que comme il y a une pénalisation d'homosexualité, si on veut créer une association, dans tous les droits associatifs du monde, il y a toujours une clause qui dit qu'on peut toujours interdire une association si elle est contraire aux bonnes mœurs. Donc si on a envie de contrôler une association, on dit tout simplement, mais regardez, elle est contraire aux bonnes mœurs et c'est terminé du mouvement associatif. Donc même quand la loi n'est pas appliquée, ça pose un vrai problème. Donc, sans compter les pratiques sociales. Oui, et pour revenir sur l'homosexualité dans l'art et le spectacle, ça a un peu été toujours pareil dans le monde, en fait. Il y a toujours une certaine tolérance dans l'art, la culture, c'était plutôt accepté, mais pas dans la vie courante. Et donc ça se retrouve à peu près partout et pas qu'au Maghreb. Et en plus, ce qui est vraiment incohérent pour moi, c'est que certaines personnes LGBT peuvent avoir un rôle social pour les mariages, les traditions. Voilà, il y a plein dans le monde entier. Hein, il n'y a pas qu'en Afrique. Hein, voilà, il y a les Hijras en Inde qui ont un rôle, voilà, de tradition qui porte chance. Mais en même temps, ils ont ce rôle social. Mais en même temps, ils sont persécutés dans leur existence, sur leur orientation, sur leur identité. Donc, ils ont beau avoir une certaine reconnaissance et un rôle, ils sont quand même, ils peuvent être quand même persécutés. Ils sont pas quand même totalement acceptés. Et après, je suis pas spécialiste du Maghreb, mais il faut plus de recherche sur d'où viennent ces lois, comment elles ont été instaurées. Mais bon, par exemple la Tunisie, c'était cette année un chercheur qui avait publié comment c'était le protectorat français qui avait aidé les Tunisiens à se dire que tiens, il y avait des pratiques qu'il fallait interdire alors qu'on les interdisait plus chez nous. Mais en tout cas, quand on parle parce que c'est vrai qu'on était peut-être on a fait un tableau un peu misérabiliste de la question. Quand on parle des pays, de l'Algérie, du Maroc, il y a des endroits où dans les capitales, comme chez nous, où c'est beaucoup plus accepté. À Tunis, il y a toujours une impossibilité de se marier, d'avoir la main dans la rue, de s'embrasser publiquement, mais il n'y a pas de chasse aux personnes LGBTI et les familles sont plutôt tolérantes. Ça, c'est pas sans faire de généralité, ça existe aussi. Hein, il y a des endroits où ça se passe bien. Mais quand on parle de l'Algérie, du Maroc, ou jusqu'au Sahara occidental, il y a le camp de Tindouf, il y a la persécution des personnes LGBT, elle existe. Il y a quand même de nombreux rapports qui le montrent, et ça permet aussi de protéger ces personnes quand elles arrivent en France au titre de l'asile. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des endroits où ça se passe relativement bien ou moins pire qu'ailleurs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, voilà. Je vais essayer de vous atteindre par ici. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que dans certains pays, l'homosexualité masculine est beaucoup plus, on va dire, est moins acceptée que l'homosexualité féminine. Parce que ceux qui ont fait les lois partent du principe que les personnes lesbiennes n'existent pas. Que c'est pas envisageable qu'une femme puisse être heureuse sans un homme. Alors qu'au contraire, un homme qui se fait pénétrer, c'est inadmissible. C'est parce que du coup, dans le terme des stéréotypes et des préjugés, on estime que l'homme qui se ferait pénétrer, il serait l'équivalent d'une femme, et donc son statut social diminuerait. Alors qu'une femme qui oserait être en relation et s'extraire de l'homme, voilà, je trouve plus mon mot, mais voilà, les normes de genre ne seraient pas respectées. Mais vraiment, il y a cette idée que deux femmes ensemble, ça n'existe pas pour beaucoup de personnes. Sans pénétration, il n'y a pas de relation sexuelle, selon eux. Donc, mais encore une fois, même si c'est la sodomie souvent qui a été pénalisée, mais ça ne change pas la répression pour ces personnes, en tout cas. Juste... Pour rebondir sur ça, c'est précisément ce qui était interdit à Rome. C'était l'homosexualité passive. Parce que juste un petit témoignage, enfin en Éthiopie où j'étais pour des recherches, sur les règlements dans tous les hôtels, dans le règlement intérieur, il est interdit de louer une chambre à deux personnes du même sexe. C'est interdit, etc. Et si les hôteliers le font, ils peuvent se faire pénaliser, mais de toute façon ils ne le feront pas. Et puis pour avoir abordé un peu le sujet là-bas, et il y a eu des articles dessus, notamment avec l'Église orthodoxe, l'homosexualité n'existe pas. C'est quelque chose des dépravés du Nord, etc. L'homosexualité n'existe pas. Mais moi, en tant que chercheuse, il m'est arrivé, pour couper les frais, comme on n'a pas beaucoup d'argent, d'être avec une amie chercheuse et on a voulu partager le même lit pour partager le coût de la chambre, le prix de la chambre. Et à chaque fois, ça a marché. À chaque fois, malgré l'interdiction qui a écrit, à chaque fois, les gens nous laissaient partager la chambre. Donc, on était deux personnes du même sexe à dormir dans le même lit. Et ça marchait. Et une fois, on a abordé dans un village un peu reculé d'Éthiopie, avec ma copine qui parle parfaitement amarophone, donc la langue de là-bas, amharique, pardon. Elle a demandé ah, mais là, c'est écrit pas le droit du même sexe. Nous, on est deux filles. Bah oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes comme des sœurs. Bah oui, mais on n'est pas sœurs. Regardez, on vous donne, pour le coup, c'est un pays contrôlé, on a 10 photocopies. Pour une chambre d'hôtel, il faut 10 photocopies de nos cartes d'identité. Donc, oui, mais enfin bon, on a essayé. Et à la fin, on a dit, et si on était deux frères? Ah oui, mais non, deux frères, en plus, vous êtes blancs, deux frères, vous allez vous sodomiser. Et donc, il y avait vraiment cette double perception, alors que nous, elle n'envisageait pas une seule seconde. Enfin, il n'envisageait, c'était une femme, l'hôtelière, mais il y avait tout un débat de plusieurs personnes que ça puisse arriver, alors qu'il y a cette interdiction ne pas louer aux personnes du même sexe, mais pour les filles, ça n'arrive pas. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre en compte les préjugés. Et puis souvent, il y a des églises derrière, et effectivement, cette peur de la pénétration, cette peur de l'acte, cette peur que ça se voit aussi, alors qu'une fille, c'est joli, puis ça se voit pas. Ça se fait des caresses, bon, voilà, c'est de l'amitié, quoi. Alors qu'un homme, il y a vraiment ce préjugé très fort. Voilà. C'était juste un témoignage. Ah, pardon. Bonsoir. J'avais une question par rapport donc, à l'acte sexuel en soi, parce que au niveau du continent africain, il y a quand même beaucoup de guerres intracommunautaires et où l'acte homosexuel est souvent utilisé par les soldats pour détruire ceux qui veulent engager, détruire leur famille, et c'est un moyen de recruter des enfants soldats, mais aussi des hommes soldats, et de les détruire psychologiquement. Et je voulais savoir si au niveau des ONG, vous avez des rapports par rapport à ça, et si vous enquêtez sur sur cette arme qui est le viol. Déjà, le viol est une arme de guerre là-bas, et en plus c'est vraiment particulier parce que c'était une arme de guerre, mais du viol homosexuel. Donc c'est vraiment une pratique d'ascendance par rapport à ça, et c'est assez contradictoire culturellement par rapport à la haine qui voue à cet acte-là. Je voulais savoir ce que...
Oui, ben, il y a plusieurs rapports qui parlent du viol comme arme de guerre ou comme crime de guerre et qui existent, qui traitent pas forcément spécifiquement des questions LGBT, parce que voilà, il y a aussi de nombreuses femmes qui sont violées par les soldats voilà, pour les déshonorer, parce qu'il y a aussi toute cette culture de la virginité ou la virginité, on va rester là-dessus. Donc il y a de nombreux rapports et je peux t'en envoyer si ça t'intéresse, il n'y a pas de souci. Et après, comment expliquer ça ? Il y a une question de culte, de tradition, de clan, d'honneur, et même si on est homophobe, ça participe à anéantir un peu l'honneur de la famille, et du coup la personne, même si elle n'est pas homosexuelle, elle aura ce stigmate qui lui sera collé à la peau. Donc voilà, ça détruit les personnes, ça aussi permet de recruter, et c'est pas si incohérent que ça que des personnes homophobes violent des hommes, parce que c'est une question le viol, c'est pas une question de sexualité, c'est une question de pouvoir et de domination. Donc mais ça existe en tout cas, et c'est répertorié, et souvent en plus quand je rejoins à la question précédente sur les lesbiennes, ces lois qui pénalisent l'homosexualité, parce qu'on parle souvent, quand on parle d'homosexualité dans l'imaginaire collectif, on parle plus d'homosexualité masculine, mais en vrai il faudrait pas. C'est pour ça qu'on essaye de parler de personnes LGBTI ou personnes LGBTI+, et même s'il n'y a pas de loi qui pénalise les personnes trans, parce qu'il faut en parler aussi, les personnes trans, elles sont pénalisées au même titre que les autres personnes au nom de ces lois dites pour la sexualité contre nature, parce qu'ils estiment que les personnes trans n'existent pas, que ce sont des hommes homosexuels ou des femmes lesbiennes. Et donc, voilà, sur les viols de crimes de guerre, ça concerne vraiment tout le monde. Mais pour autant, excusez-moi, j'enchaîne, mais au niveau de la coutume, en Afrique, il y a aussi plein de peuples dans lesquels les pratiques homosexuelles sont un rite d'initiation pour la sexualité. Donc, oui, allez-y. Je vais juste répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez ça paraît contradictoire, oui, par rapport à l'image dans les pays de l'homosexuel, etc. Sauf que le viol utilisé comme arme, comme on me disait précédemment, c'est du pouvoir. Et il faut quand même voir aussi ce que souvent, dans beaucoup de pays, surtout là où c'est réprimé, celui qui pénètre, il n'est pas homosexuel. C'est celui qui se fait pénétrer qui est homosexuel. Donc, grosso modo, moi j'en ai rencontré des quantités qui disaient non, moi je suis pas homosexuel, je fais que baiser des mecs. Alors, effectivement, quand on est un peu français, même un vieux français, on se dit quand même c'est un peu étrange, parce que c'est ça, c'est à la fois le pouvoir, et puis de manière, moi je suis planquez vos fesses, mon coq est sorti. Donc, je veux dire, donc du coup, c'est ça qui est un peu, c'est pas du tout contradictoire, c'est au contraire réaffirmer une forme de puissance et de virilité. Voilà. Pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, une question amnistie. Effectivement, on a qu'il y ait une tolérance dans toutes les sociétés, que l'homosexualité a toujours existé, ça, tout le monde en est convaincu. Qu'il y ait une tolérance, ça c'est documenté un peu partout, enfin vous l'avez dit. Le problème, c'est aussi que ce sont les lois, c'est-à-dire que quand on n'est plus tolérant, c'est-à-dire on peut se reposer sur une loi. Mais sur ce qui vient d'être dit, est-ce que Amnesty est-ce que ça aurait un sens par rapport à la question que vous posiez sur, en fait, ce qui était importé, c'est pas l'homosexualité, c'est l'homophobie. Est-ce que ça aurait un sens de mener une action, justement, dans ce milieu des forces armées, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique où ça se passe, je dis ça entre parenthèses, n'est-ce pas, que l'utilisation du viol homosexuel dans les commissariats et autres, ça existe partout, malheureusement. Et est-ce que tenter une action spécifiquement sur cette population de militaires ou de policiers, est-ce que ça aurait un sens? Est-ce que c'est envisageable? Justement, ça repose la question de la visibilité qui a été évoquée par vous trois. Est-ce que trop de visibilité, finalement, ne nuit pas à... c'est un débat qui existait aussi en sociologie aux États-Unis, hein, c'est pas nouveau, mais est-ce que ne risque pas de nuire à des actions plus soft? Je pense que sur la visibilité, il faut différencier le court terme et le long terme. Au long terme, on a besoin de cette visibilité, mais forcément, à court terme, ça a des répercussions qui peuvent être dramatiques pour certaines personnes. Mais c'est grâce à la visibilité et grâce au militantisme d'anciennes générations qu'on peut aujourd'hui parler calmement de ces questions ici. Et donc, il ne faut pas oublier l'histoire et d'où viennent nos luttes et
Et c'est surtout grâce à cette visibilité. Donc cette visibilité, on en a besoin. Et à long terme, elle ne peut pas nous nuire. Mais effectivement, à court terme, il y a des représailles qui sont violentes. Et donc je ne sais pas si l'action que tu imagines, c'est auprès des armées africaines ou des armées occidentales qui travaillent en Afrique. Dans tous les cas, je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde aux stéréotypes et aux préjugés sur l'homosexualité ou les questions de genre. Mais oui, de toute façon, on peut tout imaginer. Après, ça dépend de quel type d'action. Et je te rends de réfléchir en même temps à ta question là-bas depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi faire une distinction entre les rites. Enfin, il y a plein de rites qui existent entre différentes ethnies et dans les différentes cultures, et il faut faire une différence entre ces rites qui sont des rites hyper précis sur l'éducation, le passage à l'âge adulte, l'éducation et l'amour. En fait, il n'y a pas question d'amour là-dedans, c'est juste un rite d'initiation. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginent de l'homosexualité ou de deux hommes qui pourraient s'aimer, vivre ensemble, former un couple. Ça vraiment, et donc ça, pour le coup, c'est pas accepté, alors que certains rites pourraient l'être acceptés parce qu'ils s'arrêtent à un moment donné dans le temps. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais... Je vais juste rebondir sur la question de la visibilité. On a une consoeur, parce qu'il se trouve que je suis aussi avocat, mais on a une consoeur au Cameroun qui s'appelle Alice Nkom et qui est spécialisée dans le droit dans la défense des homosexuels. Sauf que il y a un certain nombre d'homosexuels qui ne confient pas leur intérêt à elle pour une raison très simple. C'est que si vous êtes homosexuel, que vous confiez votre défense à Alice Nkom, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir avoir une stratégie de défense qui consisterait à nier. Donc, si vous avez Alice comme avocate, forcément, c'est que vous êtes homosexuel. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent, même si c'est une excellente consoeur, mais qui disent non, parce que si je vais avec elle, c'est clair, je suis catalogué. C'est une forme d'aveu. Et donc, on voit bien que la question de la visibilité, c'est un vrai problème, y compris dans les tribunaux, puisque on peut peut-être préférer aller plaider un vice de forme, etc., plutôt dire non, mais si c'est elle, on sait quelle est la nature de la personne. Juste un mot, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le choix. Au Cameroun en particulier, s'ils disent « je suis homosexuel », ils seront condamnés. Donc effectivement, Alice, elle, que je connais bien aussi, parce qu'on a travaillé beaucoup là, ensemble, elle le fait, c'est du politique. C'est-à-dire elle essaie de faire changer la loi, donc du coup, avec sa visibilité. Et c'est vrai que c'est capital, mais si on va avec elle, effectivement, on est visibilisé. Donc. Je repars encore une fois l'exemple en Éthiopie, c'est là où les gens détectaient la recherche contre le sida. Donc c'est dans les rues, c'est écrit Free, sida, HIV, etc. Et en fait, il y a à la fois des médecins qui essayent de détecter, et il y a un psychologue qui est à côté. Et le psychologue a pour but de repérer si la personne a eu des mauvaises pratiques et donc de l'envoyer en prison. Donc la visibilisation se fait aussi par la recherche et donc les gens n'y vont pas, quoi. Alors, je tiens d'abord à dire merci aux panélistes pour ce sujet qui est vraiment d'actualité en Afrique. Et je voudrais vous poser la question suivante, bien entendu aux trois intervenants. Pour qui connaît l'Afrique, pour qui connaît les réalités africaines, je voudrais savoir en quoi est-ce que dépénaliser l'homosexualité pourrait améliorer le quotidien et le vécu des Africains, quand on sait aujourd'hui la place que l'Afrique occupe dans l'échelle de développement. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, je ne sais pas s'il y a un médecin parmi vous. S'il y a un médecin parmi vous. Ah, d'accord. Mais je peux la poser de tout de même. D'accord. La seconde question, c'est pour quelqu'un qui aime la sodomie, est-ce qu'il y a un trait d'union entre sodomie et homosexualité? Pour un homme qui apprécie la sodomie, est-ce qu'il a des tendances homosexuelles? Je vous remercie. On peut être un homme purement hétérosexuel et aimer se faire pénétrer. Hein. Ça arrive. Hein. Donc ça existe. Même si aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est un peu un tabou pour un homme de se faire pénétrer, surtout quand il est dans une relation hétérosexuelle. Mais le plaisir anal existe. Il n'est pas lié à une orientation sexuelle. Donc chacun pourrait explorer ses désirs et ses plaisirs. Et l'hétérosexualité, ça n'empêche pas de pratiquer tout acte sexuel de manière consentie. Après, sur la dépénalisation, est-ce que ça a amélioré la situation des personnes sur place? Ça dépend si on parle de la majorité ou des minorités. Si on parle des personnes LGBTI, évidemment, ça va améliorer leur situation puisqu'ils seront plus tués ou réprimés.
Mais si tu parles de la situation globale des Africains qui en fait qui sont pas concernés par ces lois, je pense qu'il faut pas oublier qu'en fait les lois qui pénalisent ce genre de comportement, ils touchent pas que les personnes homosexuelles. C'est vraiment des personnes qui sont juste suspectées d'être homosexuelles, et ça peut être des militants politiques, ça peut être des activistes qui gênent en fait, et donc on les accuse d'être homosexuels, et en fait après va prouver que t'es pas homosexuel. C'est comme prouver que t'es homosexuel quand tu demandes l'asile dans un pays, débrouille-toi. Et donc, du coup, ces lois, elles impactent pas que les personnes LGBT, elles impactent toute la société. Et les stéréotypes de genre, ils impactent pas que les personnes LGBT, elles impactent tout le monde. On vit dans un monde extrêmement binaire, genré, où il y a des rôles qui sont attribués à l'homme et à la femme, et en fait, la moitié de l'humanité ne permet pas de s'épanouir dans la totalité de ses possibilités. Et donc, en fait, il faut vraiment voir ça comme une possibilité pour tout le monde, en fait, de s'émanciper et d'aller vers un futur où personne ne serait ostracisé parce qu'il est un homme et qu'il aime porter une couleur ou faire un sport qui n'est pas ou une activité qui est pas considérée comme appartenant à son genre. Et en fait, c'est un problème. Pourquoi on ne pourrait pas tous faire le sport ou jouer à ce qu'on veut? En fait, pourquoi on est obligé de genrer systématiquement toutes les activités, tout le travail? Pourquoi on estime qu'il y a des jouets qui sont considérés comme appartenant plus pour les hommes et les garçons, enfin les hommes ou les filles? Ça va être Noël, on va avoir plein de rayons filles, rayons garçons. Voilà, en fait, toutes ces lois et tous ces stéréotypes de genre, ils n'impactent pas que les personnes LGBTI, mais elles impactent vraiment l'ensemble de la société. Juste par rapport à la question, j'ai juste une remarque. J'ai raisonné en termes de politique publique, parce que je travaille aussi là-dessus. Si on prend la Côte d'Ivoire, il y a à peu près 50% d'analphabètes. 50% d'analphabètes en français, parce qu'il peut y avoir d'autres langues qui sont maîtrisées et écrites. Si la question c'est est-ce que de dépénaliser l'homosexualité c'est un coût, est-ce qu'il vaut mieux pas lutter contre l'alphabétisme? Le problème c'est que dépénaliser l'homosexualité ça coûte rien. C'est juste ça, et ça coûte rien, et en termes de propagation du VIH c'est extrêmement utile, et donc c'est un gain, puisque effectivement le fait que les populations ne soient plus clandestines, ça permet de mieux dépister. Donc s'il y a bien une mesure qui ne coûte rien, alors peut-être politiquement, mais ça c'est une autre affaire, mais qui en termes de politique publique ne coûte rien, c'est bien ça. Et ça désengorge les tribunaux. Absolument. Et moi, je retournerai à la question. En quoi donner plus de droits à des minorités ennuie la majorité? Je ne sais pas ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut poser comme problème de donner des droits à d'autres personnes, puisqu'on n'en enlève pas à la majorité, premièrement. Pour votre sodomie, enfin la sodomie, vous parliez de... aimer la sodomie, on parlait des hommes, mais les femmes aussi peuvent, certaines femmes aiment être sodomisées, et pour autant elles ne sont pas homosexuelles. Donc je veux dire, c'est pas l'acte qui fait ça, je veux dire, c'est le plaisir, etc. Après, on le fait avec un homme, on aime le faire avec un homme, si on est un homme, et il y a des chances que vous soyez homosexuel. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, je veux dire. Et puis, c'est vraiment pas... trancher sur quelque chose comme ça, c'est effectivement, on s'est cabré, et du coup, les gens ont des difficultés, entre guillemets, à avouer. Moi, j'ai pas avoué, je suis homosexuel, vous saviez, c'est pas un secret. Donc, on n'a pas avoué quelque chose, parce que c'est notre vie, c'est notre amour, c'est notre attirance, c'est la vie. Alors, je pense que cette question-là, c'est est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, et après, c'est pas très grave. Le reste, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, on a plusieurs questions, du coup. On a une ici, après monsieur et madame à nouveau. Merci. Moi, je vais commencer d'abord par l'intervenant qui représente Amnesty International, qui parlait sur l'encouragement, surtout pour les chercheurs africains, de se focaliser sur cette question. En faisant état de la politique, surtout en Afrique, vous allez vous rendre compte que le politique aussi en Afrique joue un grand rôle sur ces questions, et surtout au niveau de la visibilité. Pourquoi je le dis? C'est parce que dans certains pays africains, moi je suis de l'Afrique centrale, beaucoup de personnes, et là la question arrive à ce niveau, beaucoup de personnes utilisent l'homosexualité comme des pratiques occultes. Pourquoi? Parce que dans le pays dans lequel je viens, ce sont les hauts dirigeants qui pratiquent d'homosexualité en utilisant l'homosexualité, excusez-moi, comme des pratiques occultes, vraiment à des fins parfois fétichistes, qui prennent leur
je peux pas dire leur proie, parce que souvent, généralement, ce sont les plus riches qui utilisent l'homosexualité sur les plus pauvres, moyennant des sous et des grosses sommes d'argent. Vous qui étudiez la question, et surtout qui êtes beaucoup en rapport avec l'Afrique, est-ce que vous êtes au courant de ce genre de pratiques? Si oui, quelles sont, à vos niveaux, les avancées? Merci. Alors, merci pour la question. C'est là où je vous dis que je suis bénévole et que j'ai pas la réponse à tout. Mais non, mais après, en fait, sur les pratiques occultes et la sorcellerie en Afrique, ça, c'est pas étonnant parce que ça touche pas que l'homosexualité, ça touche l'albinisme. Il y a plein d'autres personnes, d'autres minorités qui sont aussi victimes de sorcellerie ou de pratiques occultes. Et donc que l'homosexualité soit rattachée à cette sorcellerie ou à ces pratiques occultes me paraît pas, me paraît possible. Donc bon, je me suis jamais penché sur cette question. Donc si il y a des choses à dire là-dessus, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, les pratiques occultes, elles existent en Afrique. Et après, voilà, j'ai pas plus réfléchi à la question. Juste, si c'est sur le Cameroun, mais pas que. C'est clair que ça fait partie des discours un peu anti-élite et pour anti-élite ou anti-dirigeants qui consistent à dire puisqu'on ne peut pas lutter à armes politiques, on va lutter sur la sexualité, on va rajouter un soupçon d'occultisme et ça permettra de faire un mélange un peu détonnant. Donc voilà, mais ça a déjà existé dans d'autres pays, si vous voulez. Voilà, c'est le procédé juridique est très clair. Ça permet justement après éventuellement de dire quand le pouvoir va changer, d'entrer en voie de condamnation en disant qu'il y avait des pratiques occultes. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. On le voit partout. Sous-entendu, oui, c'est des dirigeants, mais ils ont des pratiques particulières et on rajoute un peu de sorcellerie, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit fait. J'ai vu ça au Cameroun, ce genre de choses, mais bon, mon voisin veut rajouter quelque chose. Oui, non, pour résumer, c'est qui veut se séparer de son chien dit qu'il a la rage. Donc, on l'a vu au Cameroun, j'ai bien connu, souvent je suis allé au Cameroun et avec Alice, etc. Donc, toute cette histoire de pratique occulte, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Donc, et les riches qui achètent des jeunes, etc. La prostitution, c'est certainement le métier le plus répandu dans le monde. Il n'est pas qu'au Cameroun, il n'est pas que chez les homosexuels. Rassurez-vous, enfin rassurez-vous ou rassurez pas, c'est pas très grave, c'est ce que vous voulez. La réalité, c'est que tout l'argent, tout s'achète et tout se vend. C'est une chanson d'il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Et c'est toujours l'argent qui mène le monde. Donc effectivement, il y a ça. Quand on parle d'homosexualité, nous, on parle de sentiments, d'amour et de gens qui ont une attirance pour le sexe qui est le leur. On ne parle pas d'autre chose, de quelque chose qui serait dans un format de... on veut se débarrasser d'un grand patron de télévision ou je ne sais trop quoi, et donc on dit qu'il est homosexuel. Moi, personnellement, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, qu'il préfère les chats, les chiens ou je ne sais trop quoi, ça n'a rien à foutre de savoir si c'est un bon patron de télévision. C'est ça qui est important. Oui, je peux me permettre de compléter un petit peu, parce que, puisqu'on parle du Cameroun, qu'il y ait des pratiques occultes, bon, soit. Bon. Maintenant, ça fait partie, c'est la rumeur, ce sont les rumeurs, et les rumeurs sur les pratiques occultes des dirigeants, c'est quand même voilà, quelque chose de bien rodé un peu partout. On dit, voilà, ça fait partie de la constitution de l'homme fort, qui est des rumeurs, et qui est des rumeurs aussi qui ont trait à ces affaires de tout ce que vous voulez, de sorcellerie, pratiques occultes, ça existe partout. Alors, sur la question des rumeurs, justement, en parlant du Cameroun, précisément, c'est aussi utilisé comme argument instrumentalisé pour régler des problèmes politiques. La liste des personnes, et je parle de ça en connaissance de cause, qui a été diffusée dans les journaux à partir de la présidence de la République, il faut quand même, pour se débarrasser d'un certain nombre de personnes, et on connaît comment le Cameroun est dirigé, je le dis parce que j'ai des amis qui ont été touchés personnellement dans leur famille et qui, lorsque la liste est sortie dans les journaux, leurs enfants ont discuté à l'école de ça et que les parents arrivaient, le monsieur revenait chez lui le soir et ses enfants lui demandant « Est-ce que c'est vrai que tu es homosexuel ? C'est comme ça que tu as gagné beaucoup d'argent ?»
Donc voilà. Donc c'est une arme politique, c'est une rumeur, et la rumeur est utilisée comme arme politique, y compris pour régler des problèmes internes, de politique interne. Et pour le Cameroun, ça a été particulièrement vrai. Ce qui veut dire, pour boucler la boucle, si le délit existe, ça permet d'entretenir la rumeur. Si l'homosexualité est dépénalisée, on ne peut plus aller sur ce terrain-là. Voilà, donc, on m'a demandé de faire vite, donc je vais faire court pour la question. Voyez-vous, moi je suis djiboutien. Aujourd'hui j'ai 22 ans, j'ai donc grandi jusqu'à mes 18 ans à Djibouti. Je suis venu en France pour les études. Et j'ai beaucoup observé la société djiboutienne. Et alors, ce que j'ai été amené à penser, notamment, c'est qu'à travers l'échantillon djiboutien, les sociétés africaines peuvent être ouvertement homophobes. Et souvent, cette homophobie est liée notamment à la religion, mais aussi à des tendances conservatrices. Alors, nous avons beaucoup parlé de juristes, de lois, etc. Et étant donné que ce sont les hommes qui font les lois, j'aimerais justement vous demander, ne pensez-vous pas que justement ces tendances homophobes sont justement aussi un frein à la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique? Et dans ce cas-là, j'en viens à ma deuxième question très rapidement. Est-ce que c'est peut-être pas le moment pour l'Afrique de dépénaliser l'homosexualité? Merci. Sur Djibouti, il se trouve que j'ai été faire des cours à Djibouti et j'avais une discussion avec des étudiants sur la question. En l'occurrence, le cours portait sur le droit des associations. Et j'ai eu des réactions assez virulentes. Et donc, effectivement, il y a des réactions très, très violentes, avec une étudiante me disant « Mais moi, pour les homosexuels, c'est la peine de mort ». Voilà, c'est très clair, c'était ce qui m'a été affirmé. Après, est-ce que c'est le moment ? Comme j'expliquais, c'est vraiment la mesure qui coûte pas cher. Voilà. Et pourquoi attendre plus? Quels seraient les effets négatifs en termes de politique publique? Là, je vais raisonner bêtement comme quelqu'un qui fait du New Public Management. Prouvez-moi que ça a des effets négatifs. Et effectivement, je pense que c'est toujours le moment, et c'est le moment depuis longtemps, et ça va rester encore un peu parce que ça va prendre du temps. Mais moi, vous avez compris que je suis marqué VIH c'est pour ça qu'on m'a invité, je pense, parce que je pense que comme le malade du sida a été un révélateur social en France, je pense que c'est comme ça qu'on a pu parler des usagers de drogue en France différemment, qui n'existaient pas au début des années 80, qu'on a pu changer les choses, si on a obtenu le Pax en 1980, pour les 20 ans, il y a 20 ans qu'on a obtenu le Pax, c'est grâce, entre guillemets, j'ai du mal à dire ça, mais c'est grâce au sida, je veux dire. Donc, en tout cas, c'est grâce aux malades du sida qui ont voulu, et parce que les gens, dans un couple, l'un mourait, ils se retrouvaient à la rue. Donc, c'est ça qui a fait évoluer. Donc, c'est pour ça que nous, on avait aussi cette porte d'entrée-là. C'est pas un cheval de Troie, c'est une réalité. Comme disait mon camarade de droite, effectivement, ça coûte rien de dépénaliser, et ça peut rapporter beaucoup pour la société tout entière, pour éviter les transmissions, pour prendre en charge, pour faire que les gens ne se contaminent pas. Donc moi, j'ai cet accès-là, mais je pense que c'est une des portes d'entrée et qui peut faire changer les politiques, parce que souvent, il y a beaucoup de médecins qui sont des politiques, qui sont des élus, etc., qui petit à petit comprennent. Moi, je suis souvent au Mali, par exemple. Au Mali, les choses changent. Alors, c'est pas pénalisé, l'homosexualité n'est pas pénalisée, mais pour autant, la société, elle ne dit pas « youp, la boum, tralala », les homosexuels, on les aime beaucoup. Hein, donc, mais en tout cas, c'est pas aussi rude que ça. Et à la tête, il y a pas mal de gens. Le Premier ministre a fait ses études dans mon laboratoire à Marseille. Donc, il connaît bien l'homosexualité parce qu'il a été entouré, etc. Donc, les choses peuvent évoluer et on fait changer les choses de cette façon-là. Oui, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, tant qu'on ne sera pas égaux, il n'y aura pas d'égalité. Donc oui, c'est le moment, et c'est le moment depuis longtemps, mais je pense que tu as raison quand même de te poser la question, parce que même si je suis persuadé que ça fait longtemps et que ces lois, on n'aurait jamais dû les importer, elles n'auraient jamais dû continuer à s'appliquer de cette façon, et c'est nous, occidentaux, qui participons aussi à travers des groupes religieux à répandre la haine en Afrique. Il y a plein de sociétés américaines, évangélistes, qui vont en Afrique faire des prêches de haine et qui alimentent cette LGBTI-phobie.
Mais je pense que tu as raison de te poser la question de savoir si c'est le bon moment, mais je pense que la question, il faut se la poser en termes de stratégie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aller demain en Ouganda demander une loi qui protège les personnes LGBT parce qu'on n'en est pas là et la société, elle n'en est pas là et du coup, on ne l'obtiendra pas. Donc ça ne sert à rien de dépenser, de faire des actions et de réfléchir à des stratégies dans un but qui est pas, dans un endroit qui n'est pas encore atteignable, mais il sera atteignable un jour. Et du coup, aujourd'hui, on essaye de voir, parce qu'on voilà, Amnesty, c'est une ONG qui est présente partout dans le monde, donc on a quand même beaucoup de donateurs, mais on ne demande pas d'argent des gouvernements, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, du coup on fait des priorités, et donc il y a certains pays qui sont plus prioritaires que d'autres, parce qu'on estime qu'il y a une marge de manœuvre, et que la société est plus ou moins prête à accepter les personnes LGBT ou leurs droits, et bon, on n'a pas besoin d'attendre que la société soit prête, mais dans des pays où 97% de la population est contre les droits des personnes LGBT, on ne peut pas faire une campagne contre les crimes de haine à l'encontre des personnes LGBT, ça ne sert à rien, et là c'est contre-productif, parce que du coup on crée encore de la détention entre les personnes, et c'est encore le truc qui vient de l'Occident, et donc ça crée plus de problèmes que ça en résout. C'est pour ça qu'il faut être assez intelligent, et ça c'est pas moi qui m'en occupe, pour voir où est-ce que c'est plus utile et pertinent d'agir. Et donc c'est pour ça qu'Amnesty ne fait pas des campagnes sur tous les pays, on n'agit pas sur tous les pays de la même façon, parce qu'il y a plein de sections d'Amnesty qui sont présentes partout en Afrique, il y a certaines sections d'Amnesty qui ne parlent pas des questions LGBT, parce que dans leur pays, aujourd'hui, ça ne sert à rien et ils n'auraient aucun impact, donc vraiment on perdrait notre temps. Et c'est triste à dire, mais ça décrédibiliserait aussi leurs actions sur d'autres questions, sur la peine, même s'il faut pas, c'est compliqué de hiérarchiser les violations des droits humains, mais il y a des violations qui sont plus graves que d'autres, en tout cas. Et donc, il y a certaines sections qui estiment que si elles commencent à travailler sur cette question, elles pourront plus du tout travailler sur la peine de mort ou d'autres choses qu'ils estiment plus faciles à atteindre. Donc après, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément bien. En tout cas, s'il y a des associations qui sont là, il faudra les soutenir et les aider. Et même en Ouganda, il y a des, malgré que ce soit pénalisé, qu'il y a des réflexions sur que les condamnés à mort, il y a des associations LGBT qui se mobilisent. Il y a des prides qui ont été réalisées. Il y a une marche des fiertés qui a eu lieu l'année dernière dans des camps de réfugiés au Kenya. Il y a des réfugiés qui font des festivals LGBT. Donc il y a plein d'initiatives qui existent. Et du coup, il faut juste les accompagner sans effectivement forcer la main à des endroits qui ne sont pas forcément utiles, même si nécessaire. Alors déjà, visiblement, tout le monde a faim, ça se voit, parce que nous aussi. Je suis vraiment désolée, le musée d'Aquitaine, et on remercie encore une fois le musée d'Aquitaine pour notre accueil. Merci Cindy, mais le musée d'Aquitaine, il doit fermer la nuit, parce qu'il, je sais pas, il faut faire plein de choses, je pense, la nuit au musée d'Aquitaine. Du coup, il y avait 2 questions, au moins. Pour ceux qui veulent, on va rester un petit peu à discuter sur le parvis, etc. N'hésitez pas à nous poser nos questions. Et puis, on vous remercie énormément pour vos dons. On remercie vraiment les interlocuteurs qu'on peut applaudir. Ça fait plaisir de vous voir nombreux. On se retrouve le 13 février pour l'Algérie et faire la révolution ensemble au Soudan après en avril. Hein. Et ceux qui veulent discuter, venez avec nous. Merci.